Tour de la contre-expo beaucoup plus tôt que prévu, puisque j'ai été atterré par ce que j'ai vu cette semaine. Comme d'autres, j'ai voulu aller au Louvre pour voir Vermeer avant que les foules n'issent à Moncel. Et puis finalement, l'idée était venue à beaucoup de gens. Je vous en montre la preuve ici avec une photo qui a été prise donc ce jeudi. C'est le deuxième jour d'ouverture de l'exposition. Il est 11h30 et la foule s'est accumulée sous la pyramide. Donc un monde fou qui alors en plus pour les gens qui connaissent pas forcément le hall Napoléon, donc on est sous la pyramide et puis là c'est juste la face immergée de l'iceberg, c'est-à-dire que après à l'intérieur sous la partie droite qui est dans la pénombre, vous avez ensuite toute une série de fils en zigzag où là il y a encore quasiment une heure d'attente pour enfin entrer dans l'exposition. On est incroyablement surpris du manque de préparation, de l'impéritie des conservateurs du Louvre parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est scandaleux ce qui se passe au Louvre. Alors ils disent qu'ils vont corriger le tir, mais je vois pas comment, puisque bon, il y a le premier jour donc de l'exposition, mercredi 22, il y avait 9000 visiteurs qui se sont présentés pour l'exposition. Alors, pour une salle de 450, évidemment, ça paraît pas jouable. Donc là, je vous montre un petit peu le bazar que c'était jeudi. Alors le personnel du Louvre était complètement débordé. J'ai pris quelques photos pour vous en donner la preuve. J'ai flouté volontairement pour des raisons que vous comprendrez, le visage des personnes, et puis aussi je les ai signalés par ces lettres rouges. Vous avez alors justement un des gardiens du Louvre qui est en plein centre là, qui est dans la meute, qui est complètement étouffé physiquement par les visiteurs. Alors les gens se poussent, il y avait je sais plus, mais c'est quasiment je pense au moins 3 heures d'attente minimum quand vous arriviez tôt, hein. Et alors les gens étaient excédés évidemment. Il y avait des gens qui venaient en plus, comme il y a une partie de la France qui est en vacances scolaires, les gens qui venaient d'assez loin. Autre image ici, vous voyez 2 membres du personnel qui sont complètement dépassés. Alors en plus, ce qu'il faut signaler, ça c'est atterrant, le Louvre est en pleine restructuration de son espace d'accueil. Vous avez la preuve derrière, et il y a point de rendez-vous derrière l'espace Meeting Point là. Normalement c'est l'accueil des groupes. Donc là il y a quand même des espaces, vous voyez, et ça c'est fermé. C'est-à-dire que au moment où le Louvre restructure et restaure complètement le hall d'accueil, il prévoit une des expositions qui a priori devrait attirer le plus de monde. Comment a-t-on pu imaginer ça? C'est un manque de professionnalisme tout bêtement qui est désespérant. Bon, alors je vous montre quand même d'autres photographies. C'était tellement le délire que j'ai assisté à une chose incroyable. Il y a un membre du staff du Louvre qui était en train de prendre en photo les files d'attente. Et moi du coup je me suis amusé à la prendre en photo elle. Puis vous voyez, il y a 2 autres personnes du staff avec leur talkie-walkie qui sont en train de parler en disant qu'est-ce qu'on peut faire? Ils peuvent pas faire grand-chose malheureusement. Autre exemple ici avec 3 conciliabules entre 3 membres de l'accueil du Louvre qui sont sur la gauche, puis une autre personne qui essaie d'aider quelqu'un qui voulait voir l'expo Vermeer ou autre chose, je ne sais pas. C'était tellement le bazar sous la pyramide que a priori il y avait un petit coin tranquille où se reposer, taper la discussion d'autres membres du staff. Vous voyez, alors là, c'est le vestiaire où j'ai pris aussi une petite photo en toute discrétion. Bon, alors c'est pas du tout pour dénoncer parce que je pense que leurs conditions de travail sont tellement pathétiques que c'est pas mon but, mais c'est le seul endroit où vous trouviez du calme en fait sous l'eau de Napoléon, c'est le vestiaire individuel. Alors autre point aussi, il n'y a pas de vestiaire au Louvre, il n'y a pas de vestiaire pour les groupes actuellement. Donc ils ont créé ce vestiaire individuel qui était complètement engorgé là aussi. Donc bon, enfin c'était le bazar partout, à tel point d'ailleurs que à l'entrée des salles permanentes du Louvre, on manquait du coup de personnel puisqu'il y en avait plein qui étaient sous la pyramide pour essayer de gérer tout le bazar. Ce qui fait que quand vous vouliez entrer dans l'aile de nom qui mène aux arts de l'islam ou sculpture italienne et aux peintures françaises, donc qui mène à la Joconde aussi, hein, tout bêtement, et bien là, au lieu d'avoir 3 contrôleurs, il n'y en a plus qu'un. Évidemment, les files d'attente s'accumulaient aussi à cet emplacement. Alors, ça se corsait petit à petit. C'est-à-dire que là, je vous montre le topo un quart d'heure plus tard. Et la queue commençait à s'étaler. Et puis, voici ce que ça donne 20 minutes plus tard. J'ai pris comme ça des photos qui montrent comment ça s'est passé. Et là, c'est à midi moins 10. Donc voilà. Alors en plus, ce qui est terrible, c'est qu'il y avait 2 queues à ce moment-là parce qu'il y avait une conférence à l'auditorium sur je ne sais plus quel sujet, peut-être Vermeer d'ailleurs. Donc il y avait une queue qui allait à gauche et puis une queue qui allait à droite. Et puis alors, les gens évidemment savaient pas où aller. Donc il y en avait qui allaient aller dans la queue de l'auditorium et puis qui se trompaient et après ils étaient obligés, et en perdant évidemment pas mal de temps, de se retrouver dans la queue de droite. Et puis finalement, eh bien la queue s'est petit à petit étendue dans toute la pyramide. Voilà. Quand vous ressortiez, je suis ressorti à 13h, donc je sais pas ce qui s'est passé après, mais ça devait être que alors s'étendait, vous le voyez, en plein milieu
du Louvre. Vous imaginez, avec ce qui s'est passé au Louvre récemment, vu les problèmes de sécurité que ça peut poser, mais c'est lamentable, c'est atterrant. Alors évidemment, le Louvre va étouffer plus ou moins l'affaire, ils ont dit que voilà, tout ça, enfin, il peut se passer un drame épouvantable avec cette irresponsabilité des organisateurs du Louvre. Vous avez la queue qui s'étendait quasiment jusqu'à l'entrée de la pyramide côté métro. Et voilà où on en était. Et là, ce sont des gens qui ont tous leurs billets, hein. Ils attendent pas pour avoir leur billet d'entrée. Non, eux, ils ont tous leurs billets et ils vont à l'expo. Donc c'était de 3-4 heures de queue, et de toute façon à 13h il y avait marqué aujourd'hui complet parce qu'ils pouvaient plus vendre de billets quand même, heureusement. Donc bon, ce qui est sidérant aussi, c'est que à l'intérieur donc de ce hall Napoléon, qui est pas du tout fait pour les grandes expositions. Voilà. Alors c'est un des grands échecs de paye, je pense, c'est un des éléments sur lequel il est critiquable. Il y a beaucoup de réussites dans le Grand Louvre, hein, la pyramide en elle-même sans doute, bien sûr, mais à l'intérieur il n'y a pas d'espace d'exposition digne pour le plus grand musée du monde. Alors ils n'ont pas cherché à corriger le tir, et surtout ils ont eu l'imbécilité de pas faire l'exposition ailleurs, au Grand Palais. C'est ce que propose Didier Rickner, qui a publié 2 articles. Là, d'ailleurs, je signale, on avait fait une contre-expo avec Didier Rickner de la Tribune de l'Art, hein, je vous renvoie à son site, là, il a pu y aller 2 fois, puis il est tout aussi épouvanté de ce qui s'est passé. Lui d'ailleurs, il est arrivé à 14h, il a eu son ticket avec sa carte de presse, hein, c'est pour vous dire quand même le bazar, et il ne pouvait rentrer qu'à 19h, donc il a dû attendre 5 heures en tant que journaliste pour avoir accès à l'exposition. Et donc Rickner, donc oui, on avait fait la contre-expo sur le nu masculin, que je remettrai en ligne avec des illustrations courant mars, je l'espère. Et alors, ce qui est étonnant et incroyable, c'est qu'ils ont eu en plus la sublime mauvaise idée de mettre 2 expos en même temps dans le hall Napoléon. L'expo Valentin de Boulogne, peintre on ne peut plus estimable, un caravagesque français qui mérite une exposition depuis belle lurette, mais qui intéresse pas tout le monde. Tous les gens viennent pour voir Vermeer. Ce qui se fait qu'à l'intérieur du hall Napoléon, qui est une grande salle, une série de salles d'exposition organisées de façon circulaire, il y a un demi-cercle pour Vermeer, un demi-cercle pour Valentin de Boulogne. Et les 450 personnes qui peuvent être à l'intérieur sont tous à Vermeer, il n'y a personne à Valentin de Boulogne, évidemment. Donc ce qui fait qu'il y a une surcharge à l'intérieur des salles. Autre chose complètement inadaptée, alors là c'est une des lacunes récurrentes des conservateurs français. On se demande ce qu'on leur enseigne à l'école du patrimoine, franchement, parce que autant scientifiquement l'expo est irréprochable, ce sont des grands chercheurs, les conservateurs du Louvre, mais on a l'impression qu'ils vont jamais dans les expos. Alors par exemple, les cartels, les explications sont placées en bas des œuvres. Sauf que évidemment, comme les gens s'accumulent devant, personne ne peut rien lire. La bonne solution, c'est de mettre les explications au-dessus des œuvres, puisque dans les parties hautes des expositions, alors des fois, d'ailleurs dans les expos, vous avez des citations, vous avez des choses comme ça. Mais il faut comprendre que c'est là qu'il faut mettre les explications. Il faut mettre ça en l'air, comme ça les gens lisent, et puis ceux qui lisent pas, ils peuvent aller devant pour voir les toiles. Alors il y a embouteillage à chaque toile de Vermeer. En plus, c'est des petites salles, le hall Napoléon, donc ils ont fait un accrochage. Alors ils ont pas voulu non plus trop séparer les toiles les unes des autres, parce qu'ils veulent faire des comparaisons. On a l'impression qu'ils font l'expo pour eux. Et c'est ça qui est scandaleux. Alors est-ce que le responsable de tout ça, c'est quand même pas Jean-Luc Martinez, le PDL, c'est son titre officiel, hein, président directeur du Louvre, nommé en 2013. Est-ce que c'est pas lui qui est responsable? Ne confondons pas Jean-Luc Martinez avec un autre Martinez. Bon, je fais une petite blague ici, vous me pardonnerez. Bon, Martinez, c'est quelqu'un de très brillant. Il est parti de rien, d'ailleurs, entre guillemets, puisqu'il était il est fils de postier et de concierge. Il le revendique, d'ailleurs. Le problème, c'est que, bon, alors, il a publié en 2015 un rapport pour sauver le patrimoine de l'humanité qu'il a donné au président Hollande. C'est très bien, mais je pense qu'il y a d'autres choses à faire. Quand on est directeur de Louvre, je suis pas sûr on doit se permettre d'avoir le temps de faire des publications. On doit se consacrer essentiellement à ça, et c'est ça le problème, c'est que c'est un musée qui est, c'est vrai, en partie ingérable, le Louvre, mais qui continue surtout d'être terriblement mal géré. Il faudra attendre une catastrophe, et ne l'espérons pas, mais enfin, pour que un jour, le hall ait des espaces d'accueil dignes, parce que c'est pour toutes les personnes qui y sont allées et qui y travaillent, les guides le savent très bien, c'est épouvantable, il n'y a pas d'accueil, il n'y a rien. Donc, moi, je pense qu'en fait, il faudrait que des gens comme Jean-Luc Martinez, on les oblige à faire la queue de l'expo et à visiter les expositions dans les conditions du grand public. Et peut-être que ça les ferait réfléchir. Parce que Martinez a donné un interview dans le dernier grand reportage télévisuel qui a été consacré au Louvre, qui a été diffusé sur Arte. Alors, il a un passage très, très poétique, assez charmant. D'ailleurs, je crois qu'il termine sur lui. Il dit, ah voilà, moi j'ai passé des nuits
avec la Vénus de Milo. Ah bah oui, bah écoutez, il est le seul à avoir la chance de pouvoir le faire, ou très peu de gens peuvent le faire. Et c'est vrai que les conservateurs du Louvre sont dans leur tour d'ivoire. Bon, je vous renvoie, j'avais évoqué ce système qui est complètement délirant de la conservation du Louvre. J'avais évoqué dans la contre-expo de l'Allemagne. On a un manque de pragmatisme des conservateurs du Louvre. Passons à l'expo en elle-même. La contre-expo, c'est d'abord ça, c'est débriefer ce que vous avez à voir. Alors qu'est-ce que vous avez à voir au Louvre? Eh bien, vous avez une expo qui s'appelle Vermeer. Là, je vous montre ici la publicité qui est sur la façade du Louvre donnant sur la place du Palais Royal. Avec Vermeer est en très grosses lettres, et alors toute la com joue là-dessus, hein, évidemment. Et alors niveau com, le Louvre là-dessus c'est réprochable. D'ailleurs je pense que leur système de com est tellement bien fait qu'ils vont réussir à étouffer plus ou moins le scandale. Ils ont dit qu'ils allaient corriger le tir, ainsi de suite. Enfin, de toute façon, on ne pourra pas faire marche arrière. Il fallait la faire ailleurs, l'expo, il fallait la faire autrement. Quand vous avez deux expos en même temps dans un espace de 450 personnes, ça va être un bazar continuel et ça va être des conditions de visite épouvantables du début jusqu'à la fin. Et ça, c'est quand même la faute du Louvre. Le fait est donc, ils ont appelé ça Vermeer et les maîtres de la peinture de genre. Vous voyez que c'est marqué en tout petit, les maîtres de la peinture de genre. Alors que bon, au niveau de la proportion, en fait, il y a quand même beaucoup plus de toiles qui sont de maîtres autres que Vermeer. Puisqu'en gros, si vous voulez, dans l'expo, il y a, je crois, une soixantaine de toiles et il y a 12 Vermeer. Bon, déjà, Vermeer, il faut rappeler qu'il y a 35 peintures de lui qui sont actuellement authentifiées. Déjà, en réunir 12, c'est plus que bien, même si il y a que 10 prêts finalement, puisque bien sûr, le Louvre expose ces 2 toiles de Vermeer. Ils ont profité d'ailleurs, c'est assez intelligent, de la fermeture de la section peinture hollandaise, qui est fermée pour un bon moment pour restauration, ce qui fait que, du coup, évidemment, ça tombe bien, puisque le public peut pas se plaindre de ne pas voir les Vermeer dans les collections permanentes quand ils vont être prêtés à l'étranger. Le fait est que le Louvre a réussi à obtenir le prêt de la laitière. Il y a toute série de produits dérivés. Alors là, c'est pareil sur le merchandising, c'est irréprochable. Vous pouvez même trouver une carte pendule astronome. Bon, voilà. Bon, enfin, il n'y a pas que qui font ça. D'ailleurs, il y a tout un système qui est lié à cette idée que, bon, Vermeer est bankable, comme on dit vulgairement. Entre autres, ici, je vous montre le numéro spécial, le hors-série de Beaux-Arts, qui est consacré à Vermeer et les maîtres de la peinture hollandaise. Alors, c'est pas exactement le même titre que l'expo, puisque le titre de l'expo c'est éléments de la peinture de genre, mais on a bien compris qu'ils sortent le hors-série pour pouvoir surfer sur le succès de l'expo. Et alors, ce qui est assez sidérant, c'est que en fait, ils mettent comme œuvre en page de couverture la célèbre jeune fille à la perle, qui est au musée de la Haye et qui n'est pas venue à l'exposition. Œuvre quasiment imprêtable, bon, qui a été à l'origine d'un film qui a beaucoup compté pour revivifier, s'il y en avait besoin, l'immense popularité de Vermeer. Passons sur tout ça. Ce qui est sûr, c'est que le Louvre a réussi à obtenir un prêt capital, c'est la laitière du Rijksmuseum d'Amsterdam, chef-d'œuvre absolu, icône de la peinture flamande. Et le système de l'exposition est assez clair quand on s'y intéresse, parce qu'évidemment, on peut pas faire une exposition avec tous les Vermeer et on peut pas faire une exposition avec tous les plus beaux. Et d'ailleurs, faut être honnête, tous les tableaux de Vermeer sur les 12, les 2 tiers sont des Vermeer de deuxième niveau, mais bon, c'est déjà exceptionnel sans doute. La laitière donc est prêtée par le Rijksmuseum d'Amsterdam seulement au musée du Louvre, puisqu'ensuite l'exposition partira pour Dublin, puis pour Washington, qui sont les 2 autres musées co-organisateurs de cette rétrospective. Et quand l'exposition partira du Louvre, la laitière retourne à Amsterdam, et Amsterdam va prêter la lettre d'amour, donc qui n'est pas venue au Louvre. Autre chef-d'œuvre, un peu moins connu que la laitière, mais enfin une toile sublime, qui donc, elle, ira à Dublin et ensuite à Washington. Dans l'exposition, il y a un moment clé, c'est l'idée d'avoir réuni et de proposer scientifiquement, et c'est vrai que scientifiquement c'est irréprochable. Le catalogue, d'ailleurs au final je pense que le grand conseil à vous donner c'est de pas aller voir l'expo et de vous acheter le catalogue, parce que vous gagnerez du temps pour le lire, parce que c'est vrai que ce qu'il propose est très stimulant, c'est de voir dans les 2 œuvres l'astronome du Louvre qui est à gauche et le géographe de Francfort qui est à droite, dépendants. Et c'est vrai qu'au niveau des dimensions, au niveau de la mise en scène, avec vous voyez, la lampe au premier plan, la fenêtre sur la gauche, la position des personnages, le fait que ce sont 2 des rares tableaux de Vermeer qui sont datés, enfin signés datés, je crois que d'ailleurs c'est peut-être les 2 seuls qui sont signés datés, d'autres sont signés avec des monogrammes, mais il y a un an d'écart entre les 2 et tout laisse à penser qu'en effet les 2 fonctionnaient en pendant. Alors les voir ensemble évidemment ça c'est une chose qui est très plaisante. En revanche, à part
le géographe de Francfort et puis la laitière, on peut pas dire que les plus beaux Vermeer soient venus au Louvre, faut être bien honnête. Je prends des exemples, tous les musées qui ont 2 Vermeer et qui ne co-organisent pas l'exposition n'en ont prêté qu'un, comme il se doit. Alors par exemple, Berlin a prêté La jeune femme au collier de perles, que vous voyez ici, qui est pas au niveau bien sûr de ce chef-d'œuvre absolu qui est Le verre de vin. C'est un tableau qui a suscité des commentaires et des commentaires. Une des toiles de Vermeer les plus incroyables, et bon, celle-ci elle a pas bougé de Berlin, donc il faudra aller à Berlin pour la voir. Même chose pour New York, ils ont prêté l'allégorie de la foi que vous voyez ici, tableau très atypique d'ailleurs, où on retrouve un peu le système de Vermeer. Alors, il y a eu des discussions sur l'attribution. Bon, a priori, quand même, ça paraît bien être une œuvre de Vermeer, mais vous avez le rideau sur la gauche. La qualité picturale aussi est au rendez-vous. Et il faut rappeler que Vermeer fait partie de ces rares peintres protestants hollandais qui se sont convertis au catholicisme. D'ailleurs, il habitait dans le coin des papismes, qui était à Delft, la section, en fait, le quartier réservé aux catholiques. Et c'est vrai que pour bien comprendre sa peinture, il faut intégrer cet élément-là, parce qu'il y a beaucoup de clins d'œil à sa foi, à sa ferveur catholique. Ici, bon, c'est plus que patent avec toute cette série d'objets liturgiques ou religieux qui encombrent cet intérieur. Mais le plus beau tableau de New York, c'est pas la foi catholique, c'est incontestablement La jeune fille endormie, et celle-ci n'a pas bougé. Bon, c'est une petite merveille que ce tableau, cet intérieur flamand, avec notamment cette nappe au premier plan, que Vermeer a beaucoup réutilisé dans d'autres toiles. Enfin, faut pas se leurrer, hein, n'allez pas voir l'exposition de Vermeer au Louvre en pensant que vous verrez tous les plus beaux. Il y a que la laitière à considérer comme exceptionnelle, et éventuellement la toile de Francfort. Mais la reine d'Angleterre ne s'est pas séparée de cette charmante joueuse d'épinette. Ce tableau, la leçon de musique, aurait pourtant bien enrichi la section consacrée aux instruments de musique, enfin au thème de la musique. Alors l'exposition reste quand même très stimulante pour comprendre Vermeer, parce qu'ils ont cherché à comparer Vermeer avec les grands peintres d'intérieur de son temps. Ce qui fait que vous avez à chaque fois un Vermeer qui dialogue avec d'autres toiles, de Hors par exemple, de Metsu, et c'est vrai que des toiles très belles d'ailleurs au demeurant, et c'est vrai que ça marche plutôt pas mal, puisque c'est quand même un peintre qui s'inscrit dans une production picturale ô combien foisonnante, celle du milieu du XVIIe siècle. Mais bon, il y a des manques importants, et par exemple peut-être quand même une de ses toiles les plus admirables à tous les niveaux, au niveau technique, mais aussi dans le discours qu'il y a derrière, c'est cet atelier du peintre où vous avez alors un autoportrait ou pas de Vermeer, mais un peintre qui est en train de prendre pour modèle cette femme qui est l'allégorie de l'histoire, enfin la muse de l'histoire plutôt, Clio, avec son livre et sa trompette. Je vais laisser la parole à Daniel Arras qui, dans ses histoires de peinture, nous donne un commentaire assez sublime. Deuxièmement, il y a un dessin qu'on voit très bien sur le panneau. Or, Vermeer n'a jamais fait un seul dessin. Il n'y a pas de dessin préparatoire sur les tableaux de Vermeer. Il n'y a pas de ligne dans un tableau de Vermeer, même caché ensuite par la peinture. Donc, ce peintre qui est là ne peint pas ce que peint Vermeer, puisqu'il peint une allégorie de l'histoire, ce que ne fait pas Vermeer. Il ne peint pas non plus comme Vermeer. Donc c'est quand même curieux. Et pourtant, c'est Vermeer. Donc il y a là un élément extrêmement intéressant. Je dirais, pour aller vite encore une fois, qu'il faut bien regarder le tableau. Donc il y a une carte géographique magnifiquement reproduite, mais illisible, parce que la lumière empêche de la voir. On peut lire une seule chose, c'est Nuova Descriptio. Nuova Descriptio, qui est en haut, c'est dans la bande, là, Nuova Descriptio, parce que le reste est caché, on ne peut pas. Mais Nuova Descriptio, c'est le titre du tableau. Le titre au sens où on laissait au Moyen-Âge, le titulus, ce qui, dans le tableau, indique le sens du tableau. Cet art de la peinture, comme l'appelait Vermeer, c'est une Nuova Descriptio, et Descriptio, ça veut dire peinture. C'est-à-dire que Vermeer a parfaitement conscience que, tout en se situant dans la grande tradition de la grande peinture d'histoire, d'où la muse de l'histoire et la carte géographique, parce que la géographie, comme le disent les gens du XVIIe siècle, c'est l'histoire mise devant les yeux, donc histoire et géographie. Donc il se situe dans cette tradition, mais il ne peut plus la peindre, il n'a peint plus en Hollande au XVIIe siècle, et il fait en revanche une Nuova Descriptio, c'est-à-dire de quoi la peinture de Vermeer est-elle la connaissance démontrée? De la lumière. Je vous renvoie donc à ces histoires de peinture. Bon là c'est la version audio bien sûr, mais vous l'avez en version écrite. Vous trouvez ces histoires de peinture en folio essai. Et puis alors surtout il y a le livre de Daniel Arras sur Vermeer qui me semble quasiment indépassable. Donc si vraiment le peintre vous passionne, offrez-vous ce bouquin-là, parce que vous serez constamment émerveillé à la lecture des propositions et des analyses de Daniel Arras. Je lui laisse à nouveau la parole pour cette autre toile du musée de Dresde. C'est la toile
de jeunes femmes lisant une lettre. Et alors, c'est vraiment dommage qu'elle soit pas venue, celle-ci, parce que il y a une section qui est justement consacrée aux liseuses. Ça fait partie là aussi, des petites frustrations hein, de l'exposition. Je laisse encore une fois la parole à Arras. On a constaté que Vermeer avait rajouté ce rideau. Au départ, sur le mur, il y avait ce qu'on appelle un amour postier, c'est un amour tenant une lettre, qui a explicité le contenu de la lettre lue par la liseuse, c'est donc une lettre d'amour. Et ensuite, Vermeer a renoncé à ce qui était trop explicite. À la place, il a repeint un mur, et puis il a peint le mur, il a caché le tableau en repeignant le mur, et il a tiré un rideau. Et ce rideau, jusqu'où va-t-il, le rideau Il a tiré jusqu'au point très 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 précis, le point de fuite de la construction géométrique. Alors le point de fuite, c'est la position de notre œil à nous, théorique. Donc ce rideau tiré jusqu'au point de fuite nous indique que nous ne voyons pas. Ou que demain nous ne voyons pas tout, que nous voyons du cachet. Je pense qu'il faut finir là-dessus parce que on se demande si c'est pas la preuve qu'involontairement, par leur incompétence, les conservateurs du Louvre ont pas été fidèles à la peinture de Vermeer en vous proposant des tableaux qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas voir. Je suis pas sûr d'ailleurs que ça soit vraiment du goût des spectateurs et des visiteurs qui vont faire 3, 4 jusqu'à peut-être plus d'heures de queue pour cette exposition. Bon, le Louvre, rappelons-le, hein, qui a été amené à augmenter sa fréquentation de 4 millions de visiteurs en plus, hein, en l'espace de plus d'une dizaine d'années. Et le prix d'entrée d'ailleurs a augmenté de 70% en 13 ans. Là, je vous renvoie à ce site fondamental, le Louvre pour tous, louvrepourtous.fr, tout attaché, qui montre ce qu'est aussi l'évolution du Louvre. Autre chose, d'ailleurs, Arras dit sur la Joconde, c'est la première, je crois, histoire de peinture dont il parle, parce que c'est un de ses tableaux préférés, et dit que la Joconde, finalement, c'est un tableau qu'on ne peut plus voir, parce que elle est derrière une barrière, derrière une vitre blindée, c'est un tableau qui n'est plus accessible. Eh bien, je pense qu'après avoir inventé le tableau qu'on ne peut pas voir, le Louvre a inventé l'expo qu'on ne peut pas voir, et c'est bien malheureux.